Eh bien bonjour, bienvenue à cette 36e édition de nos Frühstück. Les Frühstück, c'est des petits déjeuners qu'on organise tous les mois avec nos membres pour leur présenter les dernières petites nouveautés de la base de données. Ça se passe bien sûr généralement au showroom. Il se trouve qu'actuellement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un virus qui traîne. Virus banal et sans qualité qui se chope même pas sexuellement comme dirait Welbeck, mais qui nous empêche de faire ça directement au showroom avec vous, avec café, chouquette et plein de bonnes choses. Donc on le fait comme on dit dans les entreprises sérieuses en distanciel. J'espère qu'à partir de septembre on pourra à nouveau vous accueillir. Mais sinon, ça va se dérouler exactement de la même façon. On va vous montrer quelques dizaines de matières, vous expliquer un petit peu tout ça, et puis on aimerait beaucoup, en fin de session, avoir des questions et puis essayer d'y répondre et d'aller un petit peu plus loin dans tout ça. Alors j'espère que tout le monde est là. Petite précision d'ordre technique. D'abord, cette première partie est préenregistrée pour qu'on puisse en même temps manipuler certains échantillons, mais on se retrouvera après pour des questions plus directes. Donc j'espère que tout le monde est là. Vous pouvez déjà commencer à nous dire bonjour. Justement, vous avez dû remarquer sur la droite de votre fenêtre, vous avez la possibilité par chat de discuter avec nous. Donc c'est là que vous pouvez nous dire bonjour et c'est là que vous pouvez nous poser dès à présent des questions et puis on regardera tout ça à la fin. Écoutez, on va attaquer parce qu'on a quand même pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui. Regardez cette superbe table qu'on vous a préparée et je vais tout de suite me connecter sur la base pour rappeler un petit peu à ceux qui n'ont pas encore l'habitude comment vous pouvez de votre côté tout de suite retrouver ces informations. Alors il vous suffit de vous connecter à la base. D'habitude, vous arrivez sur cet écran avec des milliers de fiches. Je vous rappelle qu'il y a des fiches qui sont marquées en blanc sur fond noir comme ici. C'est ce qu'on appelle des brèves, c'est pas réellement des fiches matériaux. Et puis les fiches matériaux qui sont liées à la brève en question sont juste derrière. Et il vous suffit tout bêtement dans la fenêtre de recherche de taper Frühstück. Alors ne vous inquiétez pas la peine de taper Frühstück, de chercher sur le clavier le umlaut. Vous commencez à taper Fru, tout bêtement, et apparaissent tous les derniers Frühstück, et vous choisissez le Frühstück 36, et remontent à ce moment-là les différentes fiches des matériaux dont on va parler aujourd'hui. Toujours le même principe aussi pour voir une fiche, vous ouvrez directement cette fiche et vous avez les différentes images du matériau, le nom de ce matériau, les informations de base. De temps à autre, vous avez éventuellement un PDF, si on a trouvé un PDF sur le site de la société en question avec des informations pratico-pratiques un peu plus complètes. Et puis, et surtout, les coordonnées de l'industriel et éventuellement des matériaux liés, mais peut-être que je m'y attarderai un petit peu plus tout à l'heure. Donc là, vous avez toutes ces fiches dont on va parler aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec, bon appétit, cette première fiche. Alors, c'est une boîte néerlandaise qui propose de la plaque de plastique recyclé. C'est au départ en fait différents types de plastique, type polystyrène, polypro, etc., qui sont triés par nature de plastique, triés aussi par couleur, pour ensuite faire des panneaux assez décoratifs. Alors nous, on s'était arrêté principalement sur une référence en polystyrène, où vous avez principalement des pots de yaourt, de la vaisselle jetable qui sont refondus. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'on lisait parfaitement la petite cuillère ou la petite fourchette noire sur un fond un petit peu crème de pot de yaourt. On va recevoir des échantillons un peu plus conséquents où on lira plus ce genre de choses, mais globalement c'est des plaques plastiques recyclées qui se travaillent comme n'importe quelle plaque plastique, mais qui en même temps signent un petit peu leur provenance en laissant apparaître un petit peu les éléments d'origine. Donc société néerlandaise assez intéressante, je vous invite à les contacter directement pour plus de précision. Ensuite, alors, deuxième matière qu'on vous présente aujourd'hui, ce film plastique, un plastique de chez Plastique.
qui découlent directement des phénomènes qu'on va dire de biomimétisme. Alors je rappelle ce que c'est que le biomimétisme, c'est des phénomènes constatés dans la nature, des phénomènes assez extraordinaires et on ne sait pas trop comment ça marche. On va étudier ça pour essayer de s'en inspirer et d'imaginer des développements matières qui découlent directement des découvertes qu'on aura fait en observant simplement la nature. Et le papillon est un exemple qu'on utilise souvent pour parler du biomimétisme, notamment un papillon d'Amérique du Sud qui a des reflets bleus très très puissants, très très violents, très très intenses sur ses ailes et pourtant il n'y a aucun pigment bleu et on s'est rendu compte que c'est la structure même de ces ailes qui donne en fait cette impression colorée bleu électrique sur une aile qui au départ n'a aucun pigment. Et là ça découle aussi d'un papillon mais plus d'un papillon de nuit. On s'est rendu compte qu'il avait des gros yeux et que pourtant ses yeux ne reflétaient pas du tout la lumière de la lune, par exemple, ce qui est très très important pour lui parce que ça lui permet de se camoufler, de rester très discrètement sur sa feuille sans que des reflets viennent révéler sa présence. Et donc des chercheurs ont regardé un petit peu comment était structurée la surface de ses yeux afin de pouvoir créer des éléments qui sont non réfléchissants et ils se sont aperçus qu'il y avait en fait des millions de montagnes et de vallées. Donc la surface de l'œil est totalement structurée comme ça afin justement d'éviter ces phénomènes de réflexion. Ce film en est équipé. Là ça se voit pas tellement parce qu'il y a un film protecteur dessus, hein, mais vous allez me croire sur parole. Vous avez à sa surface exactement le même type de phénomène de relief, d'accident fort, mais à l'échelle nanométrique, ce qui permet d'une part d'éviter les reflets, très utile quand par exemple vous avez un tableau d'un peintre qui est protégé par une vitre, il suffit de mettre ce film devant pour éviter les phénomènes de réflexion qui vont empêcher une bonne lecture du tableau, et en plus ça va densifier, parce que justement il n'y aura pas ces éléments perturbateurs, ça va densifier la couleur, dynamiser un petit peu la couleur sur la peinture en question. C'est enfin un film qui résiste très bien aux agressions, parce que ça se nettoie très facilement. Comme la structuration de la surface est faite vraiment à l'échelle nanométrique, il n'y a pas tellement de risque d'abrasion quand je passe un chiffon doux pour nettoyer éventuellement une trace de doigt ou ce genre de choses. Donc un film très utile pour éviter les phénomènes de réflexion et en même temps relativement pérenne dans le temps parce qu'il a une très très bonne tenue. Voilà pour ce film. Ensuite... Alors, nous passons maintenant à un superbe non-tissé cuivre. C'est au départ donc ce qu'on appelle un non-tissé, c'est-à-dire que c'est en l'occurrence des fibres polymères qui sont simplement projetées les unes sur les autres pour faire ce genre de non-tissé textile et sur lesquels on a fait un très très fin dépôt de cuivre. Alors pourquoi déposer du cuivre sur ce textile, hormis que c'est dans ce cas-là très très beau, il y a le côté éclat métallique qui est tout de suite assez magique. Le fait de projeter du cuivre dessus, d'une part, ça va le rendre conducteur d'électricité, ce qui est très utile dans certains bâtiments, par exemple pour créer ce qu'on appelle des cages de Faraday dans la pièce. Si j'utilise ce non-tissé comme papier peint et que dessus je recouvre d'une peinture classique, ça va permettre en fait d'isoler d'un point de vue électromagnétique cette pièce, très utile pour les militaires quand ils font des trucs et qu'ils ne veulent pas être espionnés de l'extérieur, très utile aussi pour des laboratoires, pour des questions d'électricité statique. Ce non-tissé, ça peut être aussi utilisé directement dans du vêtement pour créer des micro-cages de Faraday. Par exemple, si j'ai envie sur ma veste d'avoir une petite poche dans laquelle je mets mon téléphone et mon téléphone ne capte plus quand il est dans la poche parce qu'il y a cette cage de Faraday qui fait un petit peu blindage électromagnétique, je peux dans ce cas-là intégrer ce type de non-tissé
pour du vêtement. Et puis dernièrement, ça fait fureur dans des applications plus médicales. On a noté d'ailleurs sur le site qu'il y a énormément d'interrogations ces derniers mois sur des termes sanitaires, Covid, virus, bactéries, etc. Parce que le cuivre a des qualités antibactériennes et fongiques qui sont très très importantes. Il y a un phénomène d'ionisation en fait du cuivre qui va faire que les bactéries, les virus qui se déposent dessus sont à 99% détruites quasi immédiatement par le cuivre. Donc, application de ce genre de choses, j'ai vu par exemple passer dans des projets de designers des masques qui sont directement en cuivre, donc ça permet d'une part de faire barrière puisque ça filtre, mais d'autre part aussi, si jamais je suis malade ou si d'autres sont malades, le virus, il va mourir au contact du masque. Il y a aussi des petits films comme ça, enfin des petits non-tissés qui sont développés pour être mis directement sur des poignées de porte, ce qui va à nouveau avoir ce type de fonction. Enfin, on peut imaginer ensuite la vie qui va avec cette qualité très appréciée aujourd'hui, bactéricide et fongicide. J'ai oublié, concernant ce non-tissé cuivre, je voulais en profiter pour vous parler d'une autre fonction de la base de données. Vous voyez qu'en bas, il y a marqué matériaux liés. C'est en fait toute une série de fiches qu'on a souhaité associer à cette première parce que pour des raisons esthétiques, pour des raisons de caractéristiques propres à la matière, ça nous semblait intéressant de mettre en lien ces deux fiches et que vous puissiez rebondir d'une fiche à l'autre, etc. Donc il vous suffit à chaque fois, là je m'intéresse au Köln, je veux en savoir plus sur éventuellement des matériaux liés, il vous suffit de cliquer sur le nom en question et ça vous permet de passer à d'autres fiches. En l'occurrence là c'est cette fois-ci un tissé qui sert pour de la toiture et qui a un peu le même type de fonction, mais qui est de tuer dans ce cas-là les mousses et tout ce qui est végétation qui viendrait s'implanter sur la toiture. Vous pouvez avoir, qu'est-ce que j'ai d'autre, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des masques avec ce non-tissé. Il y a une société suisse qui vient de développer des masques qui, eux, sont transparents, ce qui vous permet d'être protégé et en même temps de montrer votre beau sourire néanmoins, etc., etc. Vous avez une superbe feuille de cuivre oxydée, c'est toujours très très beau. Enfin, vous voyez le principe, donc il vous suffit à chaque fois de cliquer sur le nom. Alors, ensuite, on va rester dans les préoccupations du moment avec cette fois-ci ce film plastique transparent qui, lui aussi, parce qu'il intègre des agents antibactériens en son sein, va être utilisé dans l'hospitalier, dans l'agroalimentaire, dans les pièces humides, dans les lieux publics, pour justement remplir son rôle de tueur de virus et tueur de bactéries. Vous l'appliquez sur les murs, vous l'appliquez sur du mobilier, vous l'appliquez sur des poignées à nouveau, tous les éléments qui sont amenés à être touchés. Et il va, dans ce cas-là, assainir un petit peu ces différents objets ou ces différents murs traités. Film plastique, transparent. Des études dernièrement ont été réalisées pour voir s'il réagissait aussi bien avec le Covid qu'avec d'autres types d'éléments pathogènes. Et à 99, des brouettes, ça a montré une grande efficacité. Donc, à nouveau, quelque chose qui répond à la tendance du moment. Alors, qu'est-ce que nous avons après? Nous avons du resell. Ah ouais, non, moi je parle pas de ça, moi c'est trop dégoûtant pour moi ça. Je vous les montre quand même, voilà, mais c'est pas moi qui ai fait l'affiche. Tiens, Léo, c'est toi qui as fait l'affiche, viens nous parler un petit peu du resell. Tu seras nettement plus pertinent que moi pour en parler. Viens t'installer ici, dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc Léo, qui travaille à matériaux, et je lui passe le resell et le micro que je tiens. Donc bonjour. On a en fait ici un matériau qui est à base de cellulose, mais qui est très particulier puisqu'il est produit à partir de papier toilette recyclé, donc récupéré dans les stations d'épuration.
Donc on va venir le recycler pour en produire une sorte de fibre qui pourra se présenter sous différentes formes, pastilles, fibres, etc. Je crois que tu dis pas tout, c'est que j'avais lu dans la fiche, c'est d'une part du papier toilette, ce qui est déjà pas très ragoûtant, mais il y a poêle, il y a un tas d'autres choses. Enfin, c'est nettoyé avant? C'est-à-dire que c'est ensuite récupéré pour produire ces fibres et pas tant les autres saletés qui passent par là. D'accord, donc on récupère vraiment la cellulose, quoi. La cellulose pure. Et donc une idée d'utilisation de ce ricel serait par exemple de l'isolation dans le bâtiment, par exemple. Okay. Voilà. Bah, je te remercie pour ce magnifique échantillon, ces magnifiques échantillons que vous pouvez venir voir au showroom quand vous voulez. Ensuite, on va passer aux chouquettes et puis à autre chose. Tiens, prends une chouquette parce que je crois que t'aimes bien. Alors Léo, bouge pas, je te garde encore 2 minutes parce que je vois qu'il y a d'autres choses sur la table et notamment le caroune que tu aimes bien. Donc je te propose de nous expliquer rapidos ce qu'est le caroune et ce qu'on en fait. D'accord. Alors le caroune qui est ici, c'est en fait un produit qui est fait à partir de rotin. Et donc le rotin est connu car il possède de longues veines qui traversent en fait toute la plante. Il faut s'imaginer de longues lianes. Et on va se servir de ces veines pour imprégner le matériau d'agents de remplissage, donc à la fois pour l'imperméabiliser et aussi pour le colorer et le solidifier. Donc on va pouvoir dériver ce matériau en plusieurs produits. On a ici du massif qui a un très beau jeu de couleurs, mais on peut également imaginer ici avoir des tranches coupées fines dans de gros blocs de caroune, donc ici qui sont un peu souples. On a également le shine il est où le shine? Il est là, attends, il est juste là le shine. Voilà. Le shine qui est rempli avec des agents transparents, ce qui va le rendre un petit peu translucide et qui va donner un effet très beau au rotin. Le site internet est ouais. Et petite précision, parce que pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, on a déjà plusieurs reprises parlé du caroune, mais là on voulait en parler parce que on a reçu ces derniers échantillons qui sont cette fois-ci, c'est de la feuille de caroune qui est travaillée en 3D et ça donne à nouveau quelque chose d'assez magique. Donc pour résumer rapidement, on part du rotin classique et un peu ringard de nos vieilles chaises de terrasse, on le teint, on l'assemble en massif et on le travaille. Ben, je te remercie Léo, je te libère et donc on poursuit nous. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a ce qu'on appelle un média filtrant. C'est un textile technique qui est utilisé principalement dans l'industrie de la filtration. C'est assez magique parce qu'en fait, vous le voyez peut-être là, c'est un tissé monofilament polymère. Alors les polymères peuvent être de nature différente, des PTFE, des PP, etc. Mais vous avez surtout cette structure pyramidale qui, à partir du moment où c'est mis dans des cassettes filtrantes, offre plusieurs avantages par rapport à quelque chose qui est plus plan. C'est que d'abord, ces pyramides permettent d'être des réservoirs à particules qui sont filtrées. Donc, quelque chose qui va permettre réellement d'arrêter, d'emmagasiner, d'être très facilement nettoyé. Et par ailleurs, le fait d'avoir ces petites poches pour garder les particules va permettre de garder un flux homogène même quand le filtre commence à être encrassé. Alors, on l'a référencé d'abord pour ses capacités de filtration, effectivement, mais aussi parce que ça se fait dans un tas d'échelles différentes. Ça peut arrêter des particules jusqu'au micron. Et moi, je ne vous cache pas que ce type de textile, je ne sais pas, on pourrait en faire d'autres choses. Il y a un côté tactile assez magique. Il y a un jeu avec la lumière et un jeu de moirage qui est lui aussi assez intéressant. Donc quelque chose c'est bien de se projeter avec ce type de matière pour d'autres applications que l'application technique basique de filtration. Ça sert notamment dans l'industrie papetière. Et justement, question papier, je crois qu'on a des échantillons de papier mâché. Et là, c'est Faustine qui s'était occupée de la fiche. Donc je propose maintenant que Faustine vienne nous parler un petit peu de ce papier mâché. Bon allez Faustine, à ton tour là, viens nous parler un petit peu de ce papier mâché.
Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un matériau qui est conçu en papier mâché. Donc le papier mâché, je pense que vous connaissez à peu près tous par les piñatas, les loisirs d'enfance, etc. Et en fait, c'est une entreprise italienne donc, qui a conçu ces matériaux. Et ils sont durs, solides et ils sont très légers, donc ce qui est assez important. Et d'ailleurs, ils répondent totalement aux contraintes, par exemple en architecture d'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont hydrophobes, ils résistent aux moisissures, ils ont beaucoup de qualités d'isolation. Ça sert à quoi au départ? C'est plaqué en mur, c'est ça? C'est du panneau mural? Ouais, ça peut se mettre sur les murs, sur les meubles, un peu partout, que ce soit à la verticale ou bien à l'horizontale. Et c'est effectivement assez dur en surface. Ils mettent quelque chose dessus pour fermer la matière ou ils la laissent en brute? Est-ce qu'ils ont précisé ça? Alors, Non, je te pose une colle. Parce que je sais pas non plus. Hein. C'était pas du tout une question pour que tu rebondisses. C'était simplement que je pense qu'ils doivent le fermer parce que c'est quelque chose qui effectivement et semble très costaud et notamment lessivable. Donc beau produit. recyclable en fin de vie. Et recyclable en fin de vie. Mon Dieu, on allait oublier l'essentiel. Et d'ailleurs, il y a on peut voir des petites imperfections. Mais ça rappelle tout le travail manuel qui est derrière. Parce que c'est un beau travail manuel qui est fini par des machines, mais voilà. Eh ben merci Faustine, tu veux continuer ou tu t'arrêtes là? Je te laisse la parole, Quentin. D'accord, ok. Merci. C'est bon, tu veux que je la refasse ? Alors, on passe maintenant à un produit qui est principalement fait pour du packaging. Voilà à quoi cela ressemble. Là, c'est un bouchon. On a des petits pots. On a à nouveau, effectivement, le ferment de ce pot. Et c'est en fait principalement du liège. À 70%, vous avez du liège là-dedans. C'est des très fines particules de liège qui sont mélangées à 30% de caoutchouc pour faire cette matière qui, d'une part, est très chaude, très douce au contact, assez, je vais pas dire molle parce qu'il y a une vraie rigidité, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, on sent l'origine en gros de la chose. C'est donc liège majoritaire et caoutchouc, et puis gros intérêt de cette matière, c'est qu'elle est injectable, elle est moulable, et donc on peut faire des pièces, on le voit à l'intérieur, là c'est quand même très très finement travaillé, ça fait de très beaux produits avec de très beaux angles et avec cette matière liège au départ qui ne se renie en rien une fois qu'on a touché la matière. Donc très beau produit au départ packaging. Maintenant c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu à vous d'imaginer la vie qui peut aller avec. Ensuite moi je vais reprendre une chouquette, j'espère que de votre côté vous en avez aussi, et je vais aller chercher un autre matériau. Alors, c'est donc pour vous présenter trois matériaux qu'on avait déjà en fait montrés lors du dernier Frühstück. Mais le dernier Frühstück était un petit peu particulier, super bien, on s'est beaucoup amusé, mais on était 8, parce qu'en fait les 8 personnes qui sont venues étaient tous casqués, alors avec différents accessoires, mais afin de maintenir une distanciation physique réglementaire. Et donc on a fait ça en petit comité, et comme il y a certaines sociétés, et notamment ces trois dont je vais parler, qui se sont vraiment investis pour qu'on puisse les montrer, on voulait leur faire une petite piqûre de rappel. Et vous montrer ces matières assez extraordinaires. Première, c'est une société allemande, Inuru, qui est spécialisée dans l'impression OLED. Donc OLED, c'est de la LED mais organique, c'est-à-dire plastique. Donc des phénomènes de luminosité forte directement imprimés sur plastique, et qui est spécialisé dans le packaging. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois parce qu'il y avait une campagne de pub de Coca-Cola où vous aviez sur les canettes de Coca-Cola tout un truc de promotion de Star Wars 18 ou 19. Et en fait, vous aviez des canettes qui, lorsque vous les attrapiez, vous aviez un sabre laser qui s'illuminait en rouge ou en bleu, c'était magnifique. Et c'est
via ce type de techno. Inuru, ils sont spécialisés donc dans l'impression OLED. Ils intègrent aussi tout le système de batterie souple directement, ce qui permet d'avoir sur une campagne de pub dans un journal ou sur des étiquettes pour le packaging, des phénomènes tout à coup d'interaction assez intrigantes. Notamment là sur cette boîte, vous avez la possibilité d'avoir le logo qui devient tout à coup rouge. On a mis un temps fou d'ailleurs à trouver l'endroit où il fallait appuyer pour que ça marche. Vous avez la même chose sur cette bouteille où là la batterie est un petit peu naze, mais ouais, ça s'allume plus, mais ça s'allumait bien, je vous jure. Où dès que vous attrapez la bouteille, vous avez le logo qui s'éclaire, etc. On peut imaginer un tas de trucs. Des spécialistes de l'intégration de la lumière dans des éléments souples fins. Autre structure cette fois-ci écossaise qu'on avait déjà référencé pour des films plastiques où ils intègrent non pas de l'OLED mais de la LED classique, sauf que toute l'astuce c'est sur ces films plastiques d'intégrer les LED dans le film et en même temps de strier la surface pour orienter ensuite le flux de lumière. Et ils viennent de réaliser maintenant, avec le même type de technologie et d'intégration, la possibilité d'être en RVB, donc c'est-à-dire en multicolore, et avec un pilotage fin des différentes diodes, ce qui permet d'animer ensuite de grandes surfaces avec des impressions colorées très très fortes. Vous avez donc là en bout de table ce bel échantillon qu'ils nous ont envoyé. Dernier petit élément qu'on avait présenté et qu'on voulait représenter. Alors, je vous cache pas que tel que vous le voyez là, c'est pas super beau. Sauf que j'ai vu ensuite des photos de réalisation en façade, ça donne de très belles réalisations. C'est des écailles comme ça en PVC recyclé. On va prendre tout ce qui est ancienne menuiserie de bâtiments PVC, ancienne canalisation, etc. Donc un apport d'éléments PVC qui sont souvent de couleurs un petit peu différentes. On va en faire des tuiles qui sont des tuiles d'habillage pour façade. Et ensuite, on va jouer justement sur cette vie des différentes écailles pour avoir quelque chose qui, je trouve, est esthétiquement assez réussi. Et c'est donc un produit 100% PVC recyclé, donc très intéressant de trouver un nouvel emploi pour une matière qui au départ peut être assez dommageable pour l'environnement, puisque le PVC intègre du chlore, et que quand ça part dans des filières qui ne sont pas des filières de recyclage, mais de destruction des déchets, ça pose de vrais problèmes, notamment lorsque c'est brûlé, à cause de cette présence du chlore. Donc un produit intéressant pour de la façade et puis éventuellement pour d'autres choses. Mais à voir non pas en tant qu'échantillon, mais vraiment plus en se projetant sur quelque chose de plus d'une dimension nettement supérieure. Voilà, ce produit-là. Ensuite, on va rester dans le recyclage avec ce caoutchouc recyclé. Le caoutchouc, c'est super galère à recycler. Pour ça, je vais devoir vous réexpliquer un petit peu un aspect dans la famille de ce qu'on appelle les plastiques. Il y a en gros deux grandes familles. Il y a les thermoplastiques et les thermodurcissables. En fait, à chaque fois, ça va procéder du même principe de base, c'est qu'on prend des monomères, des molécules relativement simples et non liées. On va les lier entre elles pour faire des polymères. Sauf que les thermoplastiques, ce sont des polymères qui, lorsqu'ils refroidissent, vont durcir, mais si je les chauffe, le plat de spaghettis de ces longs polymères va se ramollir et je vais pouvoir retransformer cette matière. Elle va rester en polymère, donc ces spaghettis, mais je vais pouvoir effectivement la retravailler un petit peu comme je le souhaite. Les thermodurcissables, c'est plus un principe irréversible. J'ai des monomères au départ, je vais mettre un catalyseur, ça va se transformer en polymère, mais des polymères qui, lorsque je les chauffe, ne vont pas se ramollir pour avoir cette qualité plastique, mais si je les chauffe, ils vont rester solides, puis finalement cramer.
L'exemple type, c'est une résine époxy ou c'est de la bakélite. Je prends de la bakélite, je la chauffe, je ne vais pas la ramollir. Elle va rester rigide, dure, cassante, et si je la chauffe encore plus, elle va brûler, mais ça ne donnera jamais quelque chose qui, à nouveau, peut être transformé. Le caoutchouc, ça fait partie de cette famille des thermodures, c'est-à-dire des matières que je ne vais pas pouvoir ramollir, et ça pose de vrais problèmes pour le recyclage, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de recycler, de trouver un nouvel emploi à une matière qui est thermoplastique qu'à une matière qui ne l'est pas. Et donc, généralement, les pneus de voiture, par exemple, sont des matières qui sont brûlées, et on va récupérer de l'énergie, mais on ne va pas récupérer de la matière. Et là, cette société française récupère effectivement tout ce qui est pneus usagés et puis autres emplois classiques du caoutchouc. Ils vont nettoyer, ils vont défibrer, parce que très souvent il y a des fibres à l'intérieur pour structurer un petit peu la matière. Ils vont enlever la partie métallique. Dans un pneu, vous avez notamment sur le bord tout un réseau métallique pour permettre au pneu d'être bien pris dans la jante. Donc ils vont nettoyer tout ça, ils vont mettre leur caoutchouc en différents types de granulés et ensuite ils vont de toute façon imaginer des réemplois. Des réemplois qui peuvent être pour faire du sol amortissant pour des aires de jeu ou des éléments de type caniveau, de type produit quasi fini, mais ils se préoccupent tout de suite de partir au départ de matières recyclées, enfin de matières extraites de produits qui normalement étaient en fin de vie, pour donner une vraie nouvelle vie à ces matières. Donc je vous invite à contacter cette société si jamais ce type de matière vous intéresse et vous imaginez des choses notamment à mouler et qui ont besoin d'être super costauds dans le temps, amortissants, etc. Et vous pouvez dans ce cas-là envisager de travailler avec du pneu, du caoutchouc recyclé. Voilà pour celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut que j'aille vite parce que sinon on n'aura pas le temps des questions. Alors, on passe maintenant à un panneau bois. Panneau bois de chez Panneau Bois, c'est vraiment ce qu'on appelle l'agglo de base, c'est-à-dire que c'est un panneau de particules. Vous prenez des déchets, des scieries de bois, un tas de petits copeaux que vous compressez avec de la colle pour faire ensuite le panneau de chip de remplissage intérieur sans réelle qualité mécanique, sans réelle tenue dans le temps, souvent assez sensible à l'humidité. Sauf que là, c'est un petit peu le top du top. D'abord, d'un point de vue purement esthétique, vous voyez que les deux pots, de part et d'autre, sont très propres. On ne voit pas réellement les gros copeaux qu'on peut bien voir en âme du panneau. C'est parce qu'on fait une sorte de gâteau. En fait, on va dans la presse d'abord mettre de la suture relativement fine, puis les copeaux, puis à nouveau de la suture fine, et puis tout ça, on presse des tonnes pour écraser tout ça avec la colle. Deuxième caractéristique qui est exceptionnelle, c'est le seul panneau en fait au monde à fonctionner comme ça, c'est que on utilise cette fois-ci une résine biosourcée comme colle, ce qui permet d'éviter l'émission de tout ce qui est CFC et autres gaz à l'intérieur d'un bâtiment. Comme c'est un produit d'intérieur, c'est important qu'on n'ait effectivement pas ce type d'émission. Donc là, vous avez le premier panneau au monde qui utilise des colles biosourcées pour éviter des émanations de gaz un petit peu nocifs. Donc voilà, un beau produit agglo avec des qualités mécaniques renforcées par rapport aux produits de base. Et encore une fois, la première fois au monde qu'on utilise une colle biosourcée. Petit frère de celui-ci, on a cet autre panneau alors cette fois-ci c'est de la fibre. Ça ressemble très fortement à ce qu'on appelle un MDF, Medium Density Fiber, qui est en fait de la poudre de sciure qui est compressée, collée pour faire des panneaux, qui sont des panneaux cette fois-ci sans lecture particulière de la tranche par rapport à la surface. C'est vraiment que de la poudre au départ, sauf que là la différence c'est pas de la poudre, c'est réellement des fibres. Ce qui va permettre d'une part d'avoir un matériau qui a des qualités mécaniques supérieures, il va mieux tenir. Ensuite, on va pouvoir quasiment s'affranchir de colle parce que vous avez
tout bêtement les fibres qui s'entremêlent les unes dans les autres et qui permettent cette cohésion du matériau. Ce panneau qui vous semble relativement fin, il faut savoir qu'au départ, c'est de la fibre de bois qui est sur un petit peu moins d'1 mètre et qui est compressée. On injecte encore une fois un tout petit peu de colle et qui est compressé pour donner ce type d'épaisseur. Donc un truc qui est vraiment dense, on le sent d'ailleurs au poids, c'est assez lourd, et qui est proposé directement en noir, ce qui lui donne un aspect esthétique assez beau parce qu'on lie encore les fibres à la surface. Donc c'est un produit brut qui se travaille très bien. Pour lequel on n'a pas de souci concernant les champs, puisque les champs sont dans la même tonalité que la surface du panneau. Donc autre produit très très beau, intéressant, qui est un petit peu, je dirais, entre le MDF, il y a des MDF colorés, c'est un petit peu comme le MDF avec des qualités mécaniques supérieures et beaucoup moins de colle. Et les produits qu'on dit compacts, qui sont en fait des feuilles de stratifié enduits de résine phénolique et qui, eux, vont avoir des caractéristiques mécaniques encore un petit peu supérieures, mais qui ne boxent plus dans la même catégorie, ni en prix, ni en type de matière incorporée à l'intérieur. Là, vous avez un produit quand même qui reste principalement bois. Voilà. Ensuite... Alors, on passe maintenant à un revêtement mural qui fleure bon la nature. Si, je vous jure. C'est en fait ce qu'on appelle un intissé lin, donc un support relativement souple en fibre de lin, sur lequel on va projeter des fleurs, des bleuets, de la lavande, de la paille, des pétales divers et variés. Ça sent effectivement assez fortement la fleur. C'est donc principalement pour recouvrir des murs. Le liant est un liant qui est entièrement biosourcé et il est même comestible. J'ai léché un petit peu le panneau, c'est pas super bon, mais c'est comestible. C'est pour vous dire à quel point ça n'a pas d'impact concernant la santé intérieure des bâtiments. Et donc vous avez toute une gamme qui a été développée d'une part par une société autrichienne, et c'est pour ça que ça sent un petit peu son Tyrol et sa montagne, est développée spécifiquement pour la société Aubert en France, qui est spécialiste au départ du travail du bois et du plaquage, pour des habillages muraux, collection particulière, possibilité avec eux d'étudier certains dosages de certaines couleurs, etc. Les fleurs et les différents éléments organiques proviennent soit de France, soit d'Autriche. Donc, belle collection qui donne tout de suite à l'intérieur, enfin, il y a une vraie signature, si vous voulez, du côté peu impactant pour l'environnement, voire pour certains des produits qu'ils utilisent, il y a même une notion d'upcycling, de réemploi d'une matière qui est au départ un déchet et qui la valorise de façon importante en éléments décoratifs. Et comme vous le voyez ici, des panneaux qui sont assez variés en même temps. Enfin, c'est pas des panneaux, hein, c'est du revêtement mural assez varié en esthétique. Voilà pour ce produit. Alors, le Frühstück touche à sa fin. On a encore un petit dernier qui est une petite merveille. Je vous fais un peu un plan à la Steve Jobs, One More Thing, avec ce Nida qu'on vient de recevoir aujourd'hui, qui est un Nida en polypropylène, relativement classique au départ dans sa conception, c'est-à-dire que vous avez ces alvéoles qui vont permettre, notamment en génie civil, de faire du remblai qui va permettre, lorsqu'il y a des pluies diluviennes, d'une part de maintenir la terre puisqu'elle est emprisonnée par les alvéoles, et par ailleurs de permettre à l'eau d'être récupérée par cette structure et ensuite de filer de façon plus progressive dans les nappes phréatiques. Donc c'est un produit qui est très très utile, notamment dans les zones d'inondation fréquentes, pour éviter tous les désordres que ça peut générer. Mais un des problèmes qui se pose avec ce type de structure, vous le comprenez, c'est très léger, c'est très massif. En termes de transport, c'est finalement pas très opérationnel parce qu'on va payer du transport pour balader de l'air globalement, parce qu'en termes de matière, il n'y a pas grand-chose. Jusqu'à l'arrivée
de cette nouvelle conception qui a été imaginée par une structure française. C'est ce petit film plastique là que vous voyez au milieu, qui est un film qu'on va dire thermorétractable. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un film très fin, le petit noir là, un film très fin qui, lorsqu'il est refroidi, une fois qu'il a été calandré pour faire du film, il va être contraint, c'est-à-dire qu'on va le maintenir en tension, en extension, lorsqu'il refroidit, alors qu'il aurait tendance au départ à se rétracter. Donc il va être à froid avec une espèce de tension interne, il n'est pas super à l'aise. Et si jamais on apporte à nouveau de la chaleur, ça va lui donner l'énergie suffisante pour se mettre cette fois-ci dans sa position de confort, c'est-à-dire de se rétracter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un film thermorétractable. Lorsque vous le chauffez, il a tendance à se contracter. Et là, le fait de l'avoir utilisé dans ce type de nid d'abeille, ça fait qu'en termes de produit au départ, on a ça. C'est-à-dire que c'est exactement la structure que vous avez vue là, mais à plat, en feuilles, de polypropylène empilés les uns sur les autres, avec à chaque fois ce film plastique entre les feuilles de polypropylène. Donc on voit bien que si on le déploie, on retrouve globalement ce qu'on a vu là. Sauf que là, en termes de transport, c'est beaucoup plus efficient parce que vous avez des plaques que vous pouvez transporter à l'autre bout du monde sans trop de problèmes. Alors, on va se livrer à une petite expérience pour justement tenter de voir ce que ça donne à partir du moment où je chauffe le produit initial. Alors, là, regardez, j'ai une très belle natte. Je vais la couper. C'est la première fois qu'on le fait, hein, je ne vous garantis rien, mais ça devrait marcher, je pense. Donc c'est exactement la même construction que ce qu'on a vu là, hein, c'est-à-dire que vous avez les feuilles de polypropylène et avec ce film thermorétractable. Je vais mettre de l'eau chaude, je la refais chauffer encore un tout petit peu, et ensuite je la mets simplement dessus, afin que le film ait envie de se contracter. Et regardez comme ça marche. Génial. J'en mets partout, mais c'est génial. Hop là, il saute. Donc je vous montre ça. Ça sert aujourd'hui pour le génie civil, mais je suis convaincu qu'on pourrait imaginer autre chose avec ce type de technique où vous alternez en fait un film thermorétractable et un film polymère plus classique. C'est beau en plus. Donc là, je l'ai en gris, là, je l'ai en orange. Et si vous avez encore 2 minutes, on peut peut-être le tenter, cette fois-ci avec un sèche-cheveux. Il y aura moins d'apport de chaleur, mais ça peut peut-être marcher. On va le tenter. Bon, ça fait beaucoup de bruit. Mais regardez, ça commence, effectivement, ça commence à se déployer. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Ah, ça fait du bien. Donc ça, c'était notre petit dernier. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions. Merci. J'espère que vous m'entendez. J'espère. J'attends confirmation de mes camarades. On m'entend? Si, on m'entend. Alors... j'espère que tout ça vous a intéressé. J'ai noté quelques questions. Je vais démarrer par une question de Loïc. Loïc qui me demandait s'il y aurait des rediffusions de ce Fruchtuc. En fait, je suis assez ambivalent concernant cet aspect parce que quand on a commencé à imaginer les Fruchtucs, c'était pour 2 raisons principales. La première, c'est que les gens qui venaient nous voir une première fois nous disaient à chaque fois « je vais venir tout le temps, il y a plein de choses ». Et puis ensuite, on les voyait finalement assez rarement parce que le quotidien reprenait un peu le dessus. Et donc, ces Fruchtucs, c'était vraiment pour vous pousser à l'occasion d'un événement particulier à venir nous voir et que vous piochiez en même temps un certain nombre de choses. Le côté très pratique d'un Fruchtuc online, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous inscrire sans trop de contraintes, il va falloir y aller, etc. Mais ça enlève ce côté direct, on a accès à la matière. L'autre raison qui faisait qu'on a imaginé ces Fruchtucs, c'était aussi pour récupérer plus rapidement de la part des industriels
des échantillons. Et le fait de leur dire, on a rendez-vous avec 70 prescripteurs de maisons prestigieuses le 27 septembre prochain, permettait de récupérer plus rapidement tout ça. Donc, la mettre en ligne, celle-ci le sera sans doute, mais pour l'avenir, je ne sais pas si on fera systématiquement quelque chose qui est en même temps visible en distanciel, comme on dit. J'avais une autre question que j'avais notée, le ballon. Il y a un certain Julien qui me demandait ce que c'est que ce ballon. Ça me rappelle une conférence où j'avais montré plein de matériaux totalement extraordinaires et où j'avais demandé ensuite s'il y avait des questions. Et la première question, c'était vous avez acheté où vos chaussures? Ce qui fait que je me demandais s'il y avait un vrai intérêt à ce que j'avais raconté ou si on s'était attaché avant tout à des choses autres. Donc Julien était un petit peu intrigué par ce ballon. Le ballon, en fait, c'est un essai de scénographie pour une expo qu'on prépare pour la rentrée, où on voudrait avoir des dizaines de matériaux qui flottent comme ça un petit peu dans les airs et on déambule autour d'eux. Il y a tout un système de ressorts qui fait que tout ça est très apaisant, très zen. Et on n'a pas encore démonté tout ça. Florence, où trouvez-vous tous ces matériaux? En fait, c'est effectivement un petit peu tout le temps et partout. On va visiter un tas de salons, des salons qui parfois sont des salons assez directement liés à la matière. Il y a Textile en Allemagne, par exemple, sur les textiles techniques, c'est 13 halls, donc il faut vraiment prévoir du temps parce que on va systématiquement visiter tous les halls, toutes les travées, partout, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on va trouver, on ne sait pas ce qui va nous intéresser. C'est parfois des salons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la matière, mais dans lesquels on va trouver des choses assez extraordinaires. Je pense à des salons très sectoriels comme l'agroalimentaire, comme la filtration industrielle, comme ce genre de choses, où tout à coup on va tomber sur une matière totalement improbable. Il y a un salon super glauque, mais super intéressant, c'est Millipol. Ça se passe une année à Dubaï et une année à Paris. C'est un salon sur le militaire et la protection civile, où là, vous avez des trucs de dingue pour égorger, trucider, transpercer, tuer votre voisin, mais en même temps des technos totalement improbables et qui nourrissent pas mal la base de données avec un tas de ces matériaux développés au départ pour des applications militaires et qu'on essaie de tirer dans le domaine du civil. Il y avait aussi une autre question concernant le prix, je crois que c'était le prix de l'INURU. En fait, sur ces questions de prix, comme sur toutes les questions et techniques et contraintes de la matière et coûts, etc., on essaie à chaque fois d'avoir des informations de la part des industriels, mais on est tributaire des industriels. Donc parfois, on va avoir globalement des idées de coûts concernant telle matière, et puis parfois, ça va être, ah ben non, vous comprenez, c'est compliqué, ça dépend, et votre cote de maille, elle est à combien? Bah, vous la voulez en dégraissé, pas dégraissé, vous la voulez en inox 15-15 ou en 15-18, vous m'en prenez 1 mètre carré, 1 kilomètre carré. L'industriel ne comprend pas forcément que lorsque vous travaillez sur des projets, vous avez besoin parfois d'avoir vraiment une idée de base. Vous êtes sur un projet à 300 du mètre carré, vous voulez utiliser une matière, vous ne savez pas si elle est à 10, à 100, à 1000, et le fait de savoir qu'elle joue à peu près dans le domaine dans lequel, enfin dans le budget dans lequel vous pouvez l'employer, bah, ça permet tout bêtement d'éliminer, ça c'est pas la peine parce qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, et ça pourrait être intéressant que je l'intègre. Donc, on essaie d'avoir ces éléments, mais à chaque fois, de toute façon, vous avez les coordonnées de la société et on vous invite avant tout à les contacter pour voir plus. Il y a Faustine qui veut absolument une chouquette. Il y a d'autres questions. Et tu veux non, viens dire bonjour et viens prendre une chouquette. On vous a gardé des chouquettes. Hein. Je me suis battu avec Faustine et Léo pour pas qu'il mange tout avant. Tiens, Faustine. Merci. Et va en proposer à Léo. Viens dire bonjour, Léo. Alors, il y a d'autres questions, me dis-tu. Alors, je regarde. Bonjour. Salut Léo. Alors, Fabien.
quand un matériau est dit recyclable, est-ce que cela signifie qu'il est réellement recyclé en fin de vie? Pas du tout. Pas du tout. Alors, ça me permet d'aller un peu plus loin sur ces questions qui sont très prégnantes aujourd'hui et qui sont les questions globalement d'environnement. D'abord, un matériau recyclable, ça ne veut pas dire grand-chose, effectivement, parce que moi, j'ai vu plein de projets sur lesquels le designer avait fait une table uniquement avec des matériaux recyclables, sauf qu'il avait mixé des matériaux entre eux et qu'en fin de vie, on savait très bien que ces matières, certes, individuellement recyclables, n'allaient pas être recyclées en fin de vie. Ensuite, suivant les pays considérés, par exemple, ou même les filières, le polystyrène expansé pourrait être recyclé en fin de vie. Il est souvent, en tout cas en France, qualifié de non recyclable parce qu'il n'y a pas de filière, parce que quand c'est pour être distribué auprès du grand public, le truc est totalement éclaté et ça serait très très complexe de récupérer cette matière. Donc le terme de recyclable nous gêne toujours un petit peu parce que ça dépend surtout du cadre dans lequel on va employer. Et de façon plus générale, sur tous ces aspects environnementaux, on est très très gêné pour un tas de choses. D'abord, nous, on va s'arrêter uniquement sur des éléments factuels. Et on était dans le recyclage, quelque chose qui est fait uniquement en matière recyclée, on peut le mentionner, ça c'est un fait, c'est de la matière recyclée. L'autre aspect qui est un petit peu embêtant, c'est que on accorde justement un côté positif à ces éléments qui figurent dans les fiches, c'est recyclable, c'est recyclé, etc. Ce qui fait qu'on oublie un petit peu la complexité de tout ça, et c'est pas parce que un matériau est biosourcé qu'il est forcément mieux qu'un matériau qui n'est pas biosourcé. C'est pas parce qu'il est naturel qu'il est forcément mieux pour tel emploi qu'un matériau qui est issu du méchant pétrole. Enfin, il y a une espèce encore aujourd'hui de méconnaissance de tout ça qui fait que nos utilisateurs souvent s'attendent à ce qu'on puisse presque mettre une note environnementale sur les matériaux, un petit peu comme quand vous achetez un réfrigérateur et qui a marqué que ça consomme A, B, C, D. Ça serait bien que globalement les trucs dans le bois ils aient un indice de Burke qui est très très faible parce que c'est des matériaux naturels, etc. Donc en Burke ils sont à 3. Et puis le méchant ETFE qui est fabriqué à partir de plastique, qui pollue, qui ceci, qui cela, il aurait 146 Burke, c'est un truc à proscrire complètement. Sauf que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Mon film ETFE, il peut être le matériau le plus écolo si jamais je l'utilise à bon escient, et il peut être une catastrophe environnementale si je l'utilise pour faire un truc que je vais jeter tout de suite alors que c'est un matériau qui a des qualités en termes de pérennité qui sont phénoménales et donc je vais polluer la nature pour des siècles et des siècles. Donc ce qu'on essaie nous de faire passer là-dedans, c'est justement de faire comprendre aux gens que ce n'est pas la matière qui est bonne ou mauvaise, c'est l'emploi qu'on va prévoir pour cette matière, et c'est donc l'intelligence qu'on va mettre dans le projet pour utiliser d'abord le moins de matière possible, et ensuite les matières les plus pertinentes pour ce projet dans ce cadre. Mais il y a ce distinguo à faire entre les bonnes et les mauvaises matières qui, pour nous, est une chimère, et les bons et les mauvais emplois de ces matières qui, pour nous, est beaucoup plus porteur de sens et en tout cas porteur de progrès concernant les catastrophes vers lesquelles on va pour l'instant tant qu'on n'accepte pas cette complexité. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste des chouquettes. Il y en a plein. Mais non, il n'y en a pas plein. Non, j'ai Fabien. Vous fermez pour les... T'as raison. On va fermer une petite quinzaine de jours entre le 1er et le 15 août. En gros, il y a Léo qui fait des pirouettes pour essayer de piquer une chouquette. Alors, panneau de particules bois, pouvez-vous en dire plus sur la résine biosourcée? Non, je peux pas en dire plus sur la résine biosourcée. Je suis sur ces trucs-là toujours aussi un petit peu embêté. L'industriel me dit résine biosourcée, me dit il n'y a pas d'émission de COV, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je pars du principe que quand on me donne des informations,
elles sont réelles. On n'est pas laboratoire d'essai, on ne va pas derrière regarder ces aspects-là de façon beaucoup plus précise. Là, ils me disent biosourcé. De toute façon, moi, je ne le reçois pas forcément comme un mieux par rapport à un truc qui n'est pas biosourcé, mais c'est une résine qui est biosourcée. Ensuite, vous voulez gratter un petit peu le truc, c'est toujours pareil. On vous indique à chaque fois la boîte. Là, c'est Chrono Suisse qui fait ces choses-là, mais vous retrouvez l'information directement sur le site. Et vous voyez avec eux à ce qu'ils vous filent des fiches, des machins, des bidules, enfin, tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin. Par contre, beaucoup de coupures, hein, je suis désolé, ça dépend de votre connexion, et ça dépend pas de nous, en fait. Tac. Est-ce qu'on peut le refroidir après? On parlait de quoi là? Ah, ça doit être le dernier. Ah, c'est celui qu'on a reçu hier. Il était super. Oui, une fois que vous avez votre film thermorétractable qui s'est contracté pour se mettre à l'aise, lui ensuite il va rester dans sa position de confort, donc contracté à froid. Donc ce principe-là permet effectivement tout à coup de donner une troisième dimension à ces structures NIDA. Et ensuite, à froid, ça va rester dans ce type de format. Je vais rapidement vous chercher un échantillon. Une fois je reviens, il était loin. Une fois qu'il est mis en forme, là, il est froid. Il faut savoir qu'au départ, on l'a reçu totalement à plat. Voilà, comme ça, merci. On l'a reçu comme ça. Une fois que je le chauffe, il se déploie. Et ensuite, à froid, il reste comme ça. Donc oui, ça reste en forme à froid. Je crois qu'on va vous quitter. Hein, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Prochain Frühstück en septembre. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à le faire ici, mais j'ai peur que vous preniez goût à ce côté. C'est pratique. Je les vois derrière mon écran. Il y a des coupures de temps à autre. Donc, pour vous faire envie, je vous remontre quand même. Si vous venez ici, vous pouvez tripoter tout ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas que je les renverse. Vous pouvez tripoter tout ce qu'il y a derrière. Et puis, en même temps, on a café, jus et tout ça, quoi. Donc, merci tout le monde. Et donc, au mois de septembre, pour la plupart. Bye.